chirurgicale, est-ce que ce dépistage précoce est des chirurgies considérées comme utiles et quels seraient les défis de cette chirurgie curative Pierre-Emmanuel Falcoz pour le premier volume? Bonjour à tous, je suis bien content d'être là pour parler de ça. Un petit mot à mon papa adoptif, de m'avoir permis de m'exprimer. J'espère que je ne le décevrai pas, et vous non plus. Alors, chirurgie diagnostique inutile dans les conditions du dépistage. Alors, c'était ambitieux et un peu, peut-être un peu casse-gueule, donc on va y aller doucement. Vous reverrez, j'ai repris plein de choses. On est d'accord sur 80-90% des points. Alors, ma présentation, je l'ai orientée de la façon suivante. Le premier point, donc, ça sera un résumé rapide de ce qui a été dit. Dépistage, les questions qu'il a soulevées et les points qu'il peut soulever encore. Après, on va faire un point plus précis chirurgical. Qu'est-ce qu'on entend par chirurgie diagnostique et thérapeutique, et puis par chirurgie futile, pour qu'on parle bien de la même chose. Ensuite, moi j'aime bien les faits. On va regarder ce qui se passe dans la littérature chirurgicale. Et vous savez, Pitor, comme l'avait dit une fois ici M. Dahan, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et on a une base de données qui couvre 60-70% du PMSI. On a regardé ce qui se passait en termes d'exérèse. Voilà, c'est ça la grande nouveauté. Et puis on verra ce qu'on peut en faire. Alors, le dépistage, ce qu'il a soulevé, ce qu'il soulève encore. Donc le cancer du poumon, on va aller vite là, c'est un excellent candidat au dépistage. On a une mortalité qui est importante, mais une incidence qui est également importante. Donc on peut, si on diminue l'incidence, on peut penser qu'on va diminuer la mortalité. Donc ça c'est bien, on voit que plus on a des... C'est une porte ouverte, mais plus on a des tumeurs de petit stade, plus la mortalité sera faite. Là, c'est également un résumé, je dirais, chirurgical des diapos de M. Milleron sur l'évolution du dépistage en fonction du temps. Donc 40 ans de recherche active pour arriver au scan low dose et à cette fameuse étude que nous, chirurgicalement, pour nous, c'est... Pour les autres aussi, d'après ce que j'ai vu, ce que j'entends, ce qu'on vient d'entendre, c'est vraiment ce qui a permis de changer les choses. Pour nous, ça a permis de briser la glace. Pourquoi vous l'avez vu, on va pas tout redire. La méthodologie, en clair, réduction relative de mortalité 20%. On trouve avec dans cette étude, les diapos ont déjà été montrés 2 fois, plus de cancer avec le scanner et il permet d'éviter des décès. La mortalité spécifique, la survie spécifique et globale également diminue. Là, je vais m'arrêter un petit peu plus parce qu'on arrive franchement dans le dur, là, dans le sujet qui m'est imparti. Le problème, il est là, pour nous, chirurgicalement, c'est les faux positifs, les surdiagnostics avec les cancers indolents qui n'auraient jamais fait parler d'eux-mêmes. C'est typiquement le cas du gars de 80-85 ans qui arrive aux urgences parce qu'il est dyspnéique. Tout le monde pense qu'il est en embolie pulmonaire, on lui fait le scanner, on trouve une petite boule. En même temps, il a de l'athérome, en même temps, il a fait déjà 2-3 infarctus, il a des stents. Qu'est-ce qu'on fait? On en reparlera un petit peu. Alors, voilà où on en est maintenant. Chirurgie diagnostique, thérapeutique, chirurgie futile. Donc, chirurgie diagnostique, on est tous bien d'accord, c'est un geste qui permet d'obtenir un diagnostic. On n'est pas là forcément pour faire quelque chose de curatif. On obtient un diagnostic. Chirurgie thérapeutique, la chirurgie diagnostique, c'est typiquement la biopsie. Chirurgie thérapeutique, dans le cancer du poumon, c'est une de petite taille, c'est le cas ici, c'est plutôt une exérèse lobaire associée à un curage amyloïdaire. La chirurgie futile. Alors, la chirurgie futile, c'est un ancien concept, c'était notamment pneumologique, ça. Les 2 orateurs précédents, je vais les faire réagir.
qu'est-ce qu'on entendait jusqu'à il y a une dizaine d'années par chirurgie futile? C'était une chirurgie où, lors de la réunion hebdomadaire d'oncologie, on se moquait de nous, parce qu'elle s'avérait finalement non nécessaire, parce que l'évolution post-opératoire n'avait pas été bonne, et on nous disait, mais qu'est-ce que vous avez encore fait? Vous avez une bistouri entre les dents. Parce qu'on avait opéré finalement, le patient qui avait des gros ganglions, il était M2 multisite multi. La tumeur, on disait non, ça colle juste un peu ou ça flotte sur l'aorte ou le péricarde, finalement c'est envahi. Le malade, en clair, était dépassé, et ça c'était vraiment une chirurgie futile. Alors, depuis l'avènement de la vidéo, où on fait de plus en plus de chirurgie diagnostique et thérapeutique, ce concept de chirurgie futile, il a diminué. Donc, c'est des malades qui sont issus du dépistage. En clair, en France, il n'y a pas de dépistage organisé, mais on fait de plus en plus de scanners. Ces malades-là, ils vont se retrouver avec une lésion, un petit nodule, on ne sait pas ce que c'est. Nous, on défend le concept de chirurgie diagnostique et thérapeutique. C'est-à-dire, on adapte, une fois qu'on a fait le diagnostic, on fait un examen extemporané opératoire et on adapte notre geste. Et en fait, on part sur quelque chose d'a priori cancéreux, et en opératoire ou en post-opératoire, on s'aperçoit que c'était pas du tout un cancer, c'est la technique qu'elle a à la base. Qu'est-ce que ça peut être? Une tumeur bénigne, une tumeur inflammatoire, une tumeur infectieuse, quelque chose de dégénératif. Ces patients, si on avait eu le diagnostic ou si on avait appliqué un screening un peu plus sérieux, eh bien on aurait pu penser qu'on aurait pu on ne les aurait pas opérés, on aurait pu leur sauver du parachutisme. Alors, les nodules pulmonaires, surtout devant deux éminents pneumologues, je ne vais pas trop m'attarder. Pour nous, en chirurgie, ça reste des boules qu'il faut enlever. Voilà. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Un nodule pulmonaire, alors il y a du solide, pas tout à fait solide, et cela, il nous pose vraiment des problèmes, c'est le verre dépoli. Tout ça, ça a été largement détaillé et, je dirais, résumé parfaitement dans l'Anthorax en 2015, en étudiant la part solide, en étudiant bien sûr le diamètre, la part solide, la définition des tumeurs avec la composante lipidique, pas de problème. Alors ça, nous on est assez visuel en chirurgie, c'est des bons nodules. Pourquoi c'est des bons nodules? Parce qu'ils sont périphériques. On peut les palper, on peut les repérer assez facilement, ou alors intellectualiser la chose avec quand même un minimum d'expérience, on ne se trompe pas trop quand on fait notre résection à visée diagnostique, sachant que ça, on n'aura aucune chance de le palper. On peut avoir des aides, je ne vais pas anticiper sur le topo de l'orateur suivant. Ça, c'est pas trop difficile. Là où vient le problème, c'est ça. C'est beaucoup plus... Excusez-moi. Excusez-moi, encore une fois. Ça, on fait une résection atypique, on peut avoir un examen extemporané et on n'est pas obligé d'enlever le lobe sans savoir. Ça devient plus difficile. Imaginez que ce patient, eh bien, ce soit évolutif, à 2 scanners d'intervalle, ça grossit, le PET scan va fixer, et on a une biopsie négative. Mais finalement, ça continue à grossir, on va y aller en chirurgie. Ça, si on fait là-dessus une résection atypique, un wedge, on va nous bousiller quand même pas mal du lobe. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais c'est ce qu'on fait, on fait la lobectomie d'emblée. On part sur une lobectomie d'emblée. Et dans un certain nombre de cas, on va tomber sur la lésion d'emblée. Ça, c'est abominable comme lésion chirurgicalement. Bien malin qui dit qu'il va faire une résection atypique là-dessus pour avoir un diagnostic. Alors, ça va être délabrant. Et on ne peut pas essayer. Et également, comment obtenir un diagnostic préopératoire? C'est du verre dépoli, cytologiquement, on n'aura rien du tout. C'est ça qui nous pose le problème. Alors moi, j'étais content, j'avais trouvé ça comme modèle. Peut-être pas, il y a des grands spécialistes il y a un grand spécialiste du modèle au moins, mais celui-là, moi, il me plaisait bien.
Mais bon, d'un autre côté, c'est bien ces modèles, mais quand on a un petit peu l'habitude, c'est plutôt l'œil du maquignon. On voit bien, hein, oui, c'est sûr que plus on est vieux, plus on est un garçon, plus on a fumé, plus on a un gros nodule, plus il est solide, plus il est dans les lobes supérieurs, plus il a une sale tête, plus ça va être un cancer. Bon, ok. Alors, bon, ça marche pas mal, hein, parce que là, cette publication avait comparé différents modèles, le modèle de la Maillot, le modèle des vétérans, le modèle de Brock. Bon, c'est une aide. Mais au final, c'est pas de l'anatomopathologie. Alors, les nodules qu'on est amené à voir, nous, en chirurgie. Alors, maintenant, c'est assez simple. Un nodule qui n'a pas fait sa preuve histologique, s'il est... mais dont on pense que ça peut être un cancer. On a des raisons de penser. S'il est périphérique, c'est simple, on lui fait une chirurgie vidéo, une résection atypique, non carcinologique, d'accord ? On fait une extemporanée et on adapte le geste en fonction. Ça, c'est simple avec une périphérique. Si on a une lésion centrale, on va essayer chaque fois qu'on peut d'avoir une histologie en amont. Mais quand cette biopsie est négative, ou si on ne peut pas la faire, parce que le patient est emphysémateux, ou parce que c'est un vrai nodule en verre dépoli dont on a peu de chance d'avoir un rendement diagnostique, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut quand même envisager une résection, sachant que cette résection elle a des chances de passer sur un lobe, de passer en lobectomie, parce qu'encore une fois, une résection segmentaire n'est pas possible. Et bien là, on a un grand risque de chirurgie futile. Alors, dans la littérature, les faits, c'est quoi? Alors, quelques diapos. Donc là, les chirurgiens ils sont pas mal intéressés à ça. Mise en balance entre la curabilité, mettre le patient en résection complète, et le risque de chirurgie non nécessaire. L'élément important, vous l'avez tous compris, je ne fais que confirmer, c'est vraiment l'importance du scanner dans les programmes, truc américain, dans les programmes de dépistage. Le scanner, eh bien, il va diminuer de façon drastique le risque d'avoir de la chirurgie pour lésions bénignes. Là, cet article, ils y étaient allés progressivement, ils ont repris en disant, ben voilà, on a notre programme, on a notre scanner, et si on rajoute là-dessus des données, les données du TEP-scan, eh bien, on va diminuer le risque d'avoir une chirurgie pour lésions non malignes, pour lésions bénignes, de 13%. C'est une aide. Alors là, je ne sais pas pourquoi, si je sais, ils ont eu des fonds européens, la Poméranie, là, ça les intéresse beaucoup. En 2013, ils ont publié leur série de chirurgie. Alors, quand on cherche vraiment, dans la littérature, c'est le seul papier qui traite spécifiquement de chirurgie futile. Ils disent les chiffres. Eh bien, dans leur série, là on est vraiment dans des conditions de dépistage, dans leur série, ils sont à 35% de chirurgie non de chirurgie pour les lésions bénignes. Ils finissent par ouvrir 35% quand ils ont fini par ouvrir, 35% sont des lésions bénignes. Et quand on regarde un petit peu plus, ils dépistent des lésions qui font 2-3 cm, qui font déjà 2-3 cm. Là, je reviens du congrès européen, et ils ont rajouté dans leur technique de screening de la biologie moléculaire, et là maintenant, ils sont passés de 35% à 25% de chirurgie pour des lésions bénignes. C'est tout nouveau. Alors, notre Société européenne de chirurgie thoracique, elle a publié des guidelines qui sont ce qu'ils sont, mais au moins ils ont compilé, il y a des recommandations, c'est des recommandations d'experts pour, dans le cadre du screening en Europe. Alors, je ne les ai pas toutes reprises, mais la recommandation numéro 2, eh bien, devinez quoi, il faut réduire et tenter de réduire le nombre de faux positifs. Ok. C'est des chirurgiens qui l'ont écrit, c'est un challenge pour nous, donc il ne faut pas surtraiter les gens. D'un autre côté, il faut faire attention à comment on fait
soit la chirurgie, soit surtout pour essayer avant d'avoir un diagnostic, éviter de faire des ponctions biopsie transpariétales à des grands emphysémateux. Je crois qu'il s'était également intéressé, ben voilà, vous avez un gars qui est coronarien, vous arrêtez le plavix, vous lui faites sa ponction, ça saigne, ou il fait l'infarctus le temps de l'arrêt anticoagulant, attention. Et puis, ben, vient la balance bénéfice-risque, encore une fois, qu'est-ce qu'on attend d'un nodule plus ou moins indolent chez quelqu'un de 85 ans? Est-ce qu'on va quand même aller l'opérer ou pas? Ça avance. Donc, le screening, il a créé de nouveaux problèmes, c'était les recommandations numéro 6. On, bien sûr, favorisait l'apport mini-invasif, le risque de chirurgie pour dans le cadre des faux positifs, de chirurgie non nécessaire dans le cadre des faux positifs, risque de complications et les traitements pour lésions indolentes. En Europe, le cut-off, c'était moins de 15% de chirurgie, maintenir un niveau de chirurgie pour les lésions bénignes à moins de 15%. Actuellement, ce qui compilait dans le papier, c'est que ça allait de 2 à 45%. Alors, ce n'est pas des articles qui étaient complètement dévolus à ça, mais les experts avaient retrouvé des taux pouvant aller jusqu'à 45% de chirurgie pour des lésions qu'on pensait initialement malignes, mais ça c'est à peu près la même chose. Hein. Alors, nous on s'est dit, ben, on va peut-être regarder un peu au niveau français, comme on a Vitor, qu'est-ce qui se passe dans la Vitor? Est-ce qu'on fait par hasard de la chirurgie, des lobectomies pour des lésions qui s'avéreraient ne pas être cancéreuses? Alors, comment on a fait? Au 2016-2017, on a pris tous les patients qui avaient eu une exérèse réglée. Lobe, bilobe, segmentectomie, pneumonectomie. J'ai pris large. Bien sûr, dans ce cadre-là, ce n'est pas les pneumonectomies qui vont nous intéresser. Mais on a pris large. Exérèse réglée. Là-dessus, dans l'Epitor, on rentre les patients dans ce qu'on pense que ce sera être la pathologie dans laquelle on va rentrer, et qu'on a mis tumeur maligne primitive et métastase. Et là-dedans, en préopératoire, je me suis intéressé à tous les gens qui avaient un CTNM. Alors on a pris les petits, on n'a pas pris, c'est sûr que ce n'est pas forcément un crime pour un T3, pour un CT3N2 d'aller faire une lobectomie. Ça fait une lésion tuberculeuse, ça fait pas de problème. On a pris les petits, les T1, T2, les M0N1, M0. Là-dedans, on a retrouvé 9911 patients qui avaient été rentrés dans la catégorie tumeur maligne primitive en préopératoire. On pensait que c'était ça, ils avaient un CTN. Puis après, on s'est dit, on va aller voir en post-opératoire qu'est-ce que c'était finalement. Donc on a pris tous ceux qui étaient T0, N0, M0. Évidemment, on a fait attention à ce que ce ne soit pas des histoires de post-chimio, hein, c'est-à-dire que le chirurgien, il s'est dit, non, ce n'est pas du cancer, c'est ce que ça voulait dire. On a pris tous ceux qui n'avaient pas de PTNM, qui avaient un C mais qui n'avaient pas de P, et dans ceux-là, on a regardé ceux qui avaient des lésions bénignes, infectieuses, inflammatoires, dégénératives à l'anapathe finale. Et bien tout ça, ça fait 255 patients qui sont jugés futiles, qui ont eu majoritairement, alors il n'y a pas de pneumonectomie, il doit y avoir une bilobectomie, et qui ont des segmentectomies ou des lobectomies. Alors on a regardé un petit peu dans notre groupe ce qui se passait en univarié. Qu'est-ce qu'on voit? Que les futiles, ils sont en univarié. Ils ont un âge ils sont un peu plus jeunes, ils ont un BMI un peu plus bas, ils sont un peu moins fumeurs, le nombre les ASA se répartissent de façon équilibrée, ils ont classiquement un plus petit T, un plus petit N, que le groupe qui a eu une chirurgie pour finalement un cancer. Pas de différence, ça a peut-être intéressé plus Jalal, ça n'a pas de différence en termes de chirurgie, et c'était de la vidéo dans 3 quarts des cas. Ça c'est intéressant. Une fois sur deux, même pas. Dans l'Epitor, c'est comme ça, c'est des faits qui sont bruts, peut-être à revoir. On n'a pas demandé d'anatomopathologie. Alors pourquoi on ne l'a pas demandé?
parce que c'était une lésion centrale et qu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc, de toute façon, l'homme était tombé, on n'avait pas besoin de demander une extemporanée. Ou alors, on peut se dire que c'était peut-être un peu... on aurait pu faire mieux. Je ne sais pas. Alors, analyse bivariée, on a regardé qu'est-ce qui pouvait rentrer dans le cadre de la futilité. Je vous la fais courte, parce qu'on est finalement arrivé à l'analyse multivariée. Alors là, l'analyse multivariée, vous allez me dire, vous enfoncez des portes ouvertes. Hein. Chirurgie futile, d'autant plus qu'on est jeune. Hein. Le rapport il est comme ça, on est à 2,6 sur les 40-60 par rapport par rapport à la référence, on avait mis sujet âgé. Chirurgie futile, d'autant plus qu'on est non-tumeur. Je reviendrai là-dessus après. D'autant plus qu'on a un petit T, d'autant plus qu'on a un petit P. Notre modèle, il n'est pas si mauvais. Hein. On a un C-index à 0,76, c'est-à-dire on se trompe dans 24% des cas, c'est pas si mauvais que ça, on considère que c'est bien, plus de 70%. Ça, ANAPAC, on l'a laissé dedans, c'était juste pour dire on était bien d'accord qu'on n'avait pas d'ANAPAC chez ces gens-là, en préopératoire. Alors, là, je n'ai pas résisté, j'ai mis une photo de Paul Valéry, je sais qu'il avait fait son beau discours au chirurgien. Ici, il me semble, en 1938, donc à 80 ans, je vais marquer l'anniversaire. Et c'est difficile. Le but d'une présentation, c'est d'essayer de faire simple, mais en simplifiant, on fait des shortcuts et c'est pas forcément juste. Mais si on complexifie, on arrivera à rien. Alors. Bon, on a de plus en plus de nodules. Ok. Qu'est-ce qu'on va souvent maintenant ces nodules ne passent pas forcément par les pneumologues, il y a le médecin généraliste qui trouve le nodule, qui fait un scanner pneumologique et qui nous l'envoie. Il ne faut pas sauter sur le patient tout de suite. On a une vraie tendance, parce que c'est facile, hein, vidéo, diagnostic, thérapeutique. Donc, éviter le surdiagnostic, éviter les traitements excessifs. Bien sûr, il faut faire la balance. Notamment chez les patients âgés avec les comorbidités. Pour les lésions périphériques, je vous dis c'est simple. Pour les lésions centrales, il faut qu'on ait une forte présomption quand on a une forte présomption de cancer et de biopsie négative, il faut bien en faire quelque chose. Alors les recommandations dans la littérature, on a un taux de chirurgie pour les lésions bénignes qui est effroyable, entre 2 et 45%. Les seuls guidelines qui existent, c'est essayer de maintenir à moins de 15%. Dans Epitor, c'est 2,6%. Je ne suis pas sûr qu'on ne soit pas un peu en dessous de la vérité. Néanmoins, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je peux dire avant de laisser la place à Chantal? Donc, idéalement, on essaye de ne pas faire de chirurgie sans histologie. On favorise la chirurgie minimalement invasive et, si possible, dans des centres experts qui ont l'expérience de ça. Il faut se méfier, d'après ce qu'on a trouvé, il faut se dire, oups, attention, si c'est quelqu'un de très jeune, qu'il est non-fumeur, qu'il a que c'est quelque chose de tout petit, qui ne semble pas avoir de ganglion, attention, regardez à 2 fois avant d'aller faire de l'exérèse par enschymatose. On peut envisager la résection pour un verre d'épolyte pur plus de 5 mm, d'autant plus que ça progresse, d'autant plus et une progression de la composante solide. Et si possible, faire une chirurgie d'épargne parenchymateuse. Et voilà, je vais m'arrêter là parce qu'après je vais empiéter sur le topo de Jalal. Mais pas totalement, pas se jeter sur la lobectomie d'emblée. Voilà, merci. Tout à l'heure, on va demander à Jalal de venir.